Ernest Perrochon, conte du chevalier folle qui voulait faire le bonheur d'autrui. Le roi avait eu déjà bien des enfants, de bien des femmes qui constituaient la parure de son palais. Mais tous étaient nés sans façon, le plus communément du monde, la tête en avant et les mains dans les poches. Tandis que celui-ci, qui serait le premier-né d'une princesse belle comme le jour de gloire, semblait vouloir naître à reculons. « Quel insolent petit lascar !» s'écriait le roi. « Vous pourrez vous vanter, madame, disait-il à la princesse, de m'avoir donné un fils furieusement original. » Il affectait d'être choqué, mais tout au fond de son cœur de père, il y avait beaucoup de contentement et de fierté. Il ne pouvait s'empêcher de le laisser voir ni de poser aux matrones des questions ridicules. « Vous dites qu'il se cramponne ? Alors on peut crier au miracle. Est-ce bien vrai qu'il agite les bras ? Avouez que c'est tout de même un peu rigolo. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer, ce petit crapaud-là » Les matrones, pour faire leur cour, riaient à chacun de ces propos. Quant à la princesse, elle eût souhaité que la chose se fît de façon banale et se terminât promptement. Pour ne pas offenser son seigneur, elle ne disait pas tout ce qu'elle pensait. Aux premières lueurs du jour, alors que les matrones, fatiguées, songeaient à proposer le renvoi, le fils du roi naquit enfin. Pendant qu'on le plaçait dans un berceau, le roi appela son intendant, un ancien adjudant de la coloniale, qui, ses 15 ans tirés, avait obtenu le plus haut des emplois réservés, parce que c'était un brave à 3 poils. L'intendant fidèle était couché dans le corridor, en travers de la porte. Il entra aussitôt. « Cours chercher les fées, lui dit le roi, qu'elles viennent faire leurs dons, comme de coutume, mais qu'elles viennent sans délai, car cette fois, nous devons à la Providence un drôle de petit canard. Il importe de ne pas laisser à son tempérament le temps de s'enraciner. »« Compris, sire, » dit l'intendant. Ayant mis jugulaire au menton, il décrocha son sabre et partit au grand trot. Bientôt il arriva chez les fées et se dirigea tout d'abord vers le quartier des jeunes. Il supposait qu'elles ne devaient pas encore être levées, car après des nuits consacrées à des tours pendables, elles aimaient faire la grasse matinée. L'intendant trouva en effet les portes closes. Alors il cria de toutes ses forces « Debout là-dedans !» Comme personne ne bougeait, l'intendant courut à la première grotte et secoua la porte avec violence. « Au nom du roi, ouvrez !» La porte ne s'ouvrit point, mais il y eut à l'intérieur des chuchotements et de petits rires. L'intendant, par discrétion, n'insista pas. Il dit simplement, par le Judas grillagé, « Ordre du roi, madame descendra immédiatement au palais avec un don. » Puis il passa à la seconde porte qu'il secoua de la même façon. « Debout là-dedans, ordre du roi, madame descendra au palais immédiatement. Mais oui, madame, immédiatement. Venez comme vous êtes. »« Penses-tu, chère âme, dit une voix de cristal, je suis dans mon bain. » À la troisième porte, personne ne répondit, mais par le pertuis, dont le grillage était rompu, une eau bourbeuse jaillit soudain et vint frapper au visage le respectable intendant. Celui-ci ne connaissait que sa consigne. Brave à 3 poils, comme l'attestaient les nombreuses décorations dont sa poitrine était constellée, il n'hésita point, malgré cet incident, à continuer sa tournée. « À la gare, leur engagé, » disait l'une de ces dames. « Je suis malade, » gémissait une autre. Ou bien « indisponible, 2 semaines au quartier, 2 nuits chez le vieux de la montagne. » Tout cela
entremêlées de ces injures très basses qu'un honnête homme n'entend même pas, et qu'il se garderait bien, en tous les cas, de répéter devant la mère de ses enfants. Inflexible, l'intendant cria, sur un ton qui n'admettait plus de réplique: « Aucune exemption, tout le monde marche. » Puis, sous les huées, il se dirigea vers le quartier des Vieilles. « Debout là-dedans !» La première porte céda immédiatement sous sa poussée. « Ordre du roi, dit-il, descendre au palais avec un don, car nous avons hérité un extraordinaire petit canard, et nous craignons. » « Prenez donc la peine de vous asseoir, bel intendant, interrompit une voix chevrotante. Une horrible vieille avait saisi le malheureux par la main et l'entraînait vers le fond de la grotte. « Je te verserai un vin capiteux, chuchota la vieille. Et comme l'intendant résistait à la tentation, « Viens toujours. Si tu n'aimes pas ça, je te ferai monter de la bière. » Mais l'intendant se dégagea soudain. « Morbleu, madame, dit-il, vous ne voyez donc pas que j'ai la jugulaire ?» Il sortit noblement. Une indignation sincère empourprait son front. Par malheur, toutes les vieilles avaient entendu sa voix. Debout sur le seuil de leur grotte, elles étalaient avec un affreux sourire aimable des appâts depuis longtemps périmés et fardés désespérément. Vision infernale. Les fées ont le droit, à partir d'un certain âge, de se changer en chouette, en punaise ou en vipère. Mais il y a une chose qu'elles ne peuvent point, c'est se changer en jolie fille. Cela leur est expressément défendu. Aucune de ces vieilles qui eut d'ailleurs le bon goût de se taire. « Écoute ici, bel intendant, murmurait l'une. C'est le printemps, c'est l'éveil, tout sautait l'autre. Le bonnet sur l'oreille, une troisième qui venait de prendre son marc, glapissait, marquant le saut du bout de sa béquille. C'est un beau militaire, terre, 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 terre. L'homme n'avait jamais fui. Il n'osa plus cependant regarder devant lui. Saisissant son grand sabre au-dessous de la poignée, il prit le pas gymnastique et passa devant les grottes, en criant, éperdu d'horreur, « En tenue et en bas, en tenue, en bas, en bas, en bas !» Toutes les fées s'élancèrent derrière lui. Le temps de passer un peignoir, et les jeunes suivirent. Comme elles allaient beaucoup plus vite que les vieilles, elles rejoignirent celles-ci avant d'arriver chez le roi. Les fées se présentèrent donc toutes à la fois au palais. Le chef des muets, qui les attendait à la poterne, les conduisit auprès du berceau. « Mesdames les fées, dit le roi, soyez les bienvenues. Voici mon fils dernier-né. Je voudrais qu'il devînt un prince digne de ce nom. Or, faites bien attention, car son cas ne laisse pas d'être singulier, et je le soupçonne d'avoir déjà du vice dans la peau. Son premier geste en arrivant ici-bas n'a-t-il point été de nous montrer son derrière? » Quelques fées se mirent à rire aux éclats, sans paraître se soucier autrement de la gravité de la situation. Les autres n'avaient rien écouté, occupées qu'elles étaient à examiner le mobilier et les tentures. À présent, elles se faisaient part de leurs impressions. Le roi perdit patience. « Mesdames, reprit-il sèchement, remettez à plus tard ces bavardages. Vous êtes payées pour faire au lardon des dons. Donc, faites des dons. » Puis, craignant de les voir se mettre en grève en un moment où il avait si grand besoin de leur service, il crut sage d'ajouter: « Pour vous récompenser de vos peines, vous trouverez au buffet du champagne, des sandwichs et des cigarettes. » À ces mots, les fées battirent des mains et se pressèrent toutes à la fois autour du berceau. Ayant hâte d'en finir,
elles jetaient leurs dons au petit bonheur, comme on se débarrasse d'un paquet inutile. Les jeunes offraient les plus ordinaires vertus sous prétexte que c'est toujours assez bon pour un prince, et les vieilles, avec la même légèreté coupable, laissaient tomber les médiocres défauts correspondants, de sorte que le total donnait 0. Quant aux fées spécialistes, chargées de faire ces dons saugrenus, qui sont d'une si grande utilité dans les contes, elles se contentaient également de ce qu'elles avaient sous la main, vieux dons si usagés qu'ils étaient devenus tout à fait inefficaces. Elles brouillaient tout par surcroît, disant par exemple que le nouveau-né filerait à la quenouille pendant 100 ans, que le prince charmant désirerait l'épouser et la réveillerait en dansant avec des souliers de verre, qu'il allaiterait une licorne ou un ogre dans une grotte au bord de la mer. Elle vous lâchait tout ça pêle-mêle, hardi petit, car elle ne songeait qu'au champagne et aux cigarettes. Le roi, voyant qu'il n'obtiendrait rien de plus, leur rendit la liberté. Et l'intendant, qui était couché en travers de la porte, s'éloigna d'un pied leste. Les fées se précipitèrent vers le buffet. Quand elles eurent bu et mangé avec excès, elles cherchèrent les gardes de service, les écuyers et les marmitons. Mais pour éviter les racontars, l'intendant avait consigné tout le personnel actif. Et les fées durent regagner la poterne entre 2 rangées de muets. Après tout cela, le jeune prince demeurait avec son tempérament originel intact. Il se montrait, à présent, d'une sagesse intempestive qui étonnait fort son entourage. Quoique les courtisans fissent pour cacher la vérité, le roi avait, de droit divin, assez de bon sens pour se rendre compte de la situation. Il n'en augurait rien de bon pour l'avenir. Que faire à présent, se disait-il. Je vais bien tâcher de lui trouver pour parrain un enchanteur, mais rien ne remplace un don bien choisi. Il appela son intendant qui parut aussitôt. « Je ne te fais pas compliment, lui dit-il, de tes fées. Où diable as-tu péché, pareil fricassé? À présent, il faut préparer les fêtes du baptême. Tâche d'y apporter un peu plus de discernement. » « Sire, dit l'intendant, je cours chercher une marraine chez les princes, vos voisins. »« Paix, dit le roi, ceci n'est point ton affaire. J'ai sous la main une jeune bergère à qui je veux du bien. Elle sera une très jolie marraine. Mais c'est un parrain qu'il nous faut trouver, un homme sage et puissant, un enchanteur autant que possible, puisque tu n'as abouti qu'à un résultat ridicule avec tes fées. »« J'y songe, dit l'intendant en se grattant la tête. Il y a bien le vieux de la montagne. »« Soit, dit le roi, va chercher le vieux de la montagne. » L'intendant ne se fit pas prier. Il aimait beaucoup aller chez le vieux de la montagne, car c'était le seul endroit des royaumes où l'on put encore boire de l'absinthe. « Qu'y a-t-il, mon garçon » demanda le vieux quand il le vit arriver, tout joyeux. « Il y a, répondit l'intendant, que le roi vous prie d'être le parrain de son fils, parce que les fées n'ont offert que des niaiseries. »« Elles n'en font jamais d'autres, » interrompit le vieux de la montagne. « Et aussi parce que le petit canard semble furieusement original. »« Ah ah, tu dis que le canard est original ?» Comme l'intendant épongeait avec insistance la sueur de son front, le vieux de la montagne fit signe à la fée de service qui apporta aussitôt de l'absinthe. L'intendant en but autant que le lui permit sa dignité d'ancien colonial et de brave à 3 poils. Après quoi, sans qu'il s'en rendît bien compte, il raconta tout ce qu'il savait. Aussi, le jour du baptême, le parrain garda-t-il son sang-froid. « Ô roi, dit-il,
La chose est un peu forte, je ne sais si j'oserais le dire devant toi. Parle toujours, vieux de la montagne. Ton fils, sans raison valable, a commencé par te montrer son derrière. Il s'accrochait partout, et il agitait les bras comme s'il eût pétri la pâte de pain dans la maie. Tu as mandé les fées comme c'était ton devoir. Mais les fées se sont moquées de ton auguste tête de monarque. Et ton fils, à présent, est d'une sagesse intempestive qui ne fait présager rien de bon pour l'avenir. C'est pourquoi l'inquiétude ronge ton âme, ô roi. C'est exactement la vérité. Où diable prends-tu tes renseignements, vieux de la montagne? Ne cherche pas à comprendre, ô roi. Mais le roi désirait à toute force savoir exactement à quoi s'en tenir. Pourquoi donc est-il né à reculons? Demanda-t-il. Parce qu'il voulait être sûr de ne rien oublier en partant. Pourquoi agitait-il ses bras, comme boulanger qui bat sa pâte? Parce qu'il avait à cœur de tout remettre en ordre avant de céder sa place à un autre. Pourquoi est-il, à présent, d'une sagesse intempestive? Parce qu'il tient à sa réputation et qu'il ne veut pas causer de peine à ses nourrices. De quoi se mêle-t-il? S'écria le roi. Avec toutes ses façons, il a failli tuer sa pauvre mère. Et il fait maintenant tourner le lait de ses nourrices, que l'inquiétude rend neurasthénique. Dis-moi donc au juste ce qu'il a dans la peau, vieux de la montagne. Le vieux se recueillit, puis prit un ton solennel. Ô roi, dit-il, c'est un garçon qui veut faire le bonheur d'autrui. À ces mots, le roi se laissa choir, accablé. Hélas, gémissait-il, pourquoi ce que les fées ont fait n'eut-il aucun effet? Si tu n'avais pas parlé de champagne et de cigarettes, elles auraient peut-être soulagé ton fils de ses plus encombrantes vertus et fait de lui un prince comme les autres. Ce qui est arrivé un peu par ta faute, ô roi. Vieux de la montagne, dit le roi, je ne te demande pas de boniment. Il eut aussitôt regret de sa vivacité et reprit sur un ton bien différent. Agis pour le mieux, afin que ton filleul ne me cause pas trop d'ennuis. Je m'en remets à ta sagesse, vieux de la montagne. Ô roi, ce que les fées ont fait est fait. À mon âge, un enchanteur sait beaucoup, mais ne peut guère. Cependant, il ne faut jamais désespérer de l'avenir. La science n'a pas dit son dernier mot. Comme le prince est mon filleul, il me reste quelques prérogatives dont je veux user en sa faveur. J'agirai sur son caractère, lentement hélas, mais sûrement. Il poursuivra donc avec rage le bonheur d'autrui, jusqu'au jour où, par la vertu de mes incantations secrètes, il se décidera peu à peu à vivre comme les autres princes. C'est pourquoi je propose de l'appeler Démophile, quitte à lui donner un surnom lorsque, par mes soins, il sera devenu normal. En attendant, s'il se présente quelques symptômes alarmants, tu sais où j'habite. Envoie-moi ton intendant fidèle. Le roi remercia avec effusion. Je ne fais que mon devoir, ô roi. D'ailleurs, je suis payé pour ça. C'est vrai, dit le roi, mais si tous les fonctionnaires avaient ta conscience, ça marcherait un peu mieux dans l'administration. Il appela son intendant. Celui-ci remit au vieux de la montagne du miel, de la farine, des aromates et quantité d'autres présents. Comme le roi voulait, d'autre part, beaucoup de bien à la marraine, ce fut un baptême qui revint plutôt cher. Le grand argentier pourvut à la dépense en donnant un tour de vis aux malheureux contribuables.
Démophile, plus tard, devait faire, au roi son père et à l'argentier, de violents reproches à ce sujet, car l'enchanteur avait vu juste. Par la faute des fées, le jeune prince gardait au cerveau cette folie bien enracinée de vouloir avec rage le bonheur d'autrui. Pendant assez longtemps, les dommages furent médiocres, ou du moins le souvenir n'en est pas resté très vif dans la mémoire des hommes. Seuls en pâtirent des gens de peu dont les historiographes du roi eussent rougi d'écrire seulement les noms misérables. En effet, la princesse, mère de Démophile, ayant failli mourir en lui donnant le jour, était restée languissante et avait dû prendre le voile dans un couvent. Le roi, de son côté, était fort occupé à donner des fêtes à sa bergère et à plusieurs autres dames de grande beauté. Quant aux ministres et aux courtisans, ils avaient leur fortune à arrondir, leurs neveux à pourvoir et encore bien d'autres chats à fouetter. Démophile n'avait affaire qu'aux nourrices et aux précepteurs. Ceux-là, par exemple, en voyaient de toutes les couleurs. Démophile commençait par affecter une sagesse intempestive et surnaturelle, si bien qu'à de certains moments on eût pu le croire mort. Comme leur vie répondait de la sienne, nourrices et précepteurs étaient toujours au sans-coup. Il ne tardait pas à devenir les nourrices neurasthéniques, les précepteurs complètement chauves. Le jeune prince, dès qu'il s'en apercevait, s'adressait les plus grands reproches. Mais, hélas, il est plus facile à un innocent de tarir le lait d'une nourrice que de le faire revenir. Neurasthéniques, les malheureuses nourrices restaient bel et bien neurasthéniques. De même pour les précepteurs, leurs cheveux, une fois abattus, ne repoussaient plus. Voyant cela, le jeune Démophile, pour éviter à l'avenir de pareils malheurs, pensait bien faire en se livrant brutalement aux excès opposés. Alors, tous ceux qui prenaient soin de lui devenaient enragés. Bien entendu, aussitôt qu'il constatait la chose, il retombait à la sagesse la plus sinistre, et ainsi de suite. Cela en toute bonne foi, n'ayant jamais en vue que le bonheur d'autrui qu'il poursuivait avec rage. À l'âge de 13 ans, lorsqu'on vint, après la mort du 5e précepteur, demander à Démophile, à qui l'on devait s'adresser désormais pour sa gouverne, « À moi-même, répondit-il. » À partir de ce jour, en effet, bien que la majorité à la cour du roi son père fût fixée à 15 ans pour les princes, Démophile se dirigea seul sur le chemin de la vie, rigoureusement seul, car sa première décision fut de refuser avec horreur un riche mariage avec la fille légitime d'un roi voisin, mariage manigancé de longue main par les diplomates. « Je veux, dit-il, le bonheur de la princesse. Or, présentement, je ne me crois pas en état de le lui procurer. » C'était fort bien dit, mais cela amena de graves complications. Une guerre éclata, au cours de laquelle perdirent la vie quelques braves chevaliers et de nombreux mercenaires gens de pied. Et avant l'incorporation de nouvelles levées, beaucoup de cantinières firent faillite. Démophile comprit qu'il avait en cette affaire assez mal calculé. Certes, se disait-il, je dois faire le bonheur d'autrui, mais c'est le bonheur du plus grand nombre qu'il faut chercher. Ne perdons jamais de vue l'intérêt général, et faisons-le toujours passer avant l'intérêt particulier. Il était un peu fier d'avoir trouvé cela tout seul.
Aussi avait-il hâte d'en arriver à la pratique. Autour de lui, les seigneurs de la cour, ses demi-frères, les princes du sang, les ministres, le roi lui-même, semblaient trouver leur plaisir à prendre à rebours le bon principe. Démophile résolut d'éclairer ces gens-là. D'abord, les princes du sang qui avaient grand équipage, ce qui faisait augmenter les impôts et aggravait les périls de l'inflation fiduciaire. Les princes du sang se moquèrent des remontrances et des conseils. Au lieu d'appeler Démophile par son nom, comme c'était leur devoir, ils ne le désignaient que sous le sobriquet de prince folle. Puis ils finirent par le renier et l'appelèrent le folle, tout simplement. Les ministres furent aussi inattentifs et à peine plus polis. Alors Démophile n'hésita pas. En une interview retentissante, il dénonça au peuple la gabegie dont il était le témoin indigné, mais impuissant. Or, le peuple, depuis longtemps, savait à quoi s'en tenir là-dessus. Il feignait pourtant de tout ignorer, afin de s'épargner le tintouin d'une révolution. Une fois la chose ébruitée, l'honneur commandait au peuple de marcher. Le pauvre peuple fit donc une révolution, et les soldats mercenaires vous l'étrièrent proprement. Quant à Démophile, le roi, dans son courroux, pensa d'abord le faire pourrir dans un cul de basse-fosse, ou le livrer aux vieilles fées. En considération de sa jeunesse, il se contenta pourtant de le mettre au secret dans un monastère, en attendant qu'il eût l'âge d'être tondu. Apprenant cela, la pauvre mère de Démophile vint se jeter aux pieds du roi en implorant sa clémence. Le roi, à la fin, se laissa fléchir. Mais craignant de nouvelles frasques, il consulta le parrain du jeune prince. Que faire de ce fils puisqu'il ne sera pas tondu? Toi qui connais ses aptitudes, vers quelle carrière le dirigerais-tu, vieux de la montagne? Ô roi, il faut en faire un chevalier errant. Errant, soit, mais hors du royaume. C'est bien ce que j'ai voulu dire, ô roi. Vieux de la montagne, s'écria le roi, je ne sais comment cela se fait, mais tes idées sont souvent en concordance avec les miennes. C'est que tu es la sagesse même, ô roi. Le roi ne put cacher sa joie. Mais au bout d'un instant, il repoussa sa couronne sur sa nuque et se mit à se gratter la tête, ce qui ne lui arrivait pas souvent, car c'était chez lui signe de réflexion. C'est bien joli tout ça, dit-il, mais mon fils n'a que 13 ans, et d'ici qu'il soit chevalier errant. Écarte de ton front ces noirs soucis, ô roi, je ferai des incantations. D'ailleurs, s'il se produisait quelque indice alarmant, tu sais où j'habite. Envoie vers moi ton intendant fidèle. Le roi fit remettre au vieux de la montagne de l'huile de noisette, de la toile de lin, un couple d'oiseaux rares et quantité d'autres présents. La consultation lui revint en somme assez chère, mais il ne le regretta fichtre point, car il avait le cœur soulagé. Démophile apprit donc le métier de chevalier errant, qui est bien plus difficile, mais bien plus beau que celui de chevalier ordinaire. Comme son apprentissage l'occupait tout entier, il n'avait guère le loisir de s'inquiéter de ce qui ne le regardait pas. De temps en temps, néanmoins, le naturel reprenait le dessus. Alors on faisait signe au vieux de la montagne, qui envoyait une fée doyenne. Celle-ci se présentait au jeune prince sous sa forme humaine, mais avec son caractère de chouette, de vipère ou de punaise. Et cela suffisait pour calmer momentanément le zèle altruiste de Démophile. À 20 ans, ses classes terminées,
il passa brillamment ses examens de chevalier et de chevalier errant. Après une nuit consacrée à la prière, il fut armé au petit jour. Puis il vint dans la cour d'honneur où il fit des tours de force. Plus d'une princesse souhaitait qu'il prît ses couleurs, mais lui, songeant à l'intérêt général et plein d'enthousiasme à l'entrée de la carrière qui s'ouvrait devant son cheval, ne regardait aucune dame ni damoiselle. Ses demi-frères, les princes du sang qui, durant la nuit, s'étaient livrés à diverses orgies, se riaient de lui et lui appliquaient bien entendu le surnom de chevalier folle. Le roi vint pour lui donner l'accolade. Il le trouva si avenant et si fier que son cœur de père s'émut. « Beau fils, dit-il, te voilà donc chevalier errant. Il faut bien que tu quittes le royaume, puisque nous ne pouvons nous entendre. Mais à la première rencontre, tu vas te faire moucher. Je vois ça à ton air convaincu, et ça me taquine un peu. Remets donc à demain ton départ, afin que je puisse consulter ton parrain. » Pendant qu'il parlait ainsi, le vieux de la montagne se présentait justement au palais. « Ô roi, dit-il, j'avais prévu ton émoi, c'est pourquoi tu me vois. » Puis, se tournant vers Démophile, il lui présenta une toute petite lance, longue à peine comme le doigt d'un naissant. « Beau filleul, dit-il, voici une arme magique. Dès l'an passé, je l'avais commandée aux fées pour toi. Elle a macéré longtemps dans les philtres et les poisons. Aussi est-elle enchantée. Je la livre comme telle, et je la garantis. Lorsque tu seras en danger de mort, tourne-la vers tes adversaires. Aussitôt, tu les auras à merci. » Démophile mit la lance dans sa poche et le vieux dit encore: « Va, beau filleul, et sois sans crainte, tu reverras ta pauvre mère. » Démophile s'éloigna, suivi de ses écuyers et d'une nombreuse escorte qui devait s'arrêter à la frontière du royaume. Les princes du sang, que tant d'honneurs rendus à leurs demi-frères finissaient par offusquer, criaient: « Ouh, ouh, bon voyage, bon vent, chevalier folle !» Mais le roi, beaucoup plus troublé que sa grandeur ne lui permettait de le laisser paraître, bredouillait à l'oreille de l'enchanteur: « Ce beau-fils reverra sa pauvre mère, puisque tu l'as dit. Mais moi, qui prends de l'âge, sans doute ne me reverra-t-il point, car s'il veut à toute force faire le bonheur des gens qu'il rencontrera sur sa route, il n'est pas à la veille de revenir. Quel terrible penchant lui ont donc laissé les fées maudites, ô vieux de la montagne. Ne pleure plus à cause de ce penchant, ô roi. Ça lâchera ton fils avant que ça nous reprenne. Et tu le verras revenir longtemps avant que tout le monde soit content. D'ailleurs, si quelque chose t'alarmait outre mesure, tu sais où j'habite. » Ayant consolé le roi, le vieux de la montagne s'en retourna chez lui, suivi à courte distance par l'intendant qui portait de l'ivoire de licorne, de la poudre d'or, des parfums précieux et quantité d'autres présents. Démophile ayant franchi la frontière avec ses écuyers, les gens de l'escorte se tinrent les côtes un moment en se tordant sur leurs selles. Puis ils tournèrent bride et revinrent au palais, ne s'interrompant de chanter les vieux airs du pays que pour deviser joyeusement au sujet du chevalier folle. Aussi longtemps qu'ils furent en vue, Démophile poussa son cheval droit devant lui, car il ne voulait pas avoir l'air d'hésiter sur le chemin à suivre. Mais quand ils eurent disparu derrière les collines de la patrie, il siffla ses écuyers afin de tenir le premier conseil de guerre. Les écuyers, qui suivaient à distance respectueuse, approchèrent au grand trot de leur monture.
Ils étaient 3. Le premier, le seul qui fût réglementaire, devait s'occuper des chevaux et des armes. Le second préparait le vivre et le couvert. Le troisième était écuyer de détail et de renseignement. Tous les 3, jeunes seigneurs de grande famille, forts, brillants, pleins d'allégresse et de feu. Nous voici, dit Démophile, à une croisée de chemin. Je vois bien que cette route mène à droite et celle-ci à gauche, mais on ne m'en a jamais appris davantage, et j'ignore quels pays sont au bout. Tu es payé pour le savoir, toi, continua-t-il en donnant de l'éperon dans le flanc du troisième écuyer. Renseigne-nous, écuyer de renseignement. L'écuyer étudia sa carte et répondit. Nous avons, à droite, la République de Cocagne. On y voit des vallées fleuries, des campagnes plantureuses, d'où le paupérisme a depuis longtemps disparu. Les habitants ne se jalousent point les uns les autres et remercient sincèrement le Créateur. Ils passent leur temps en fêtes, en festins, en pieuses oraisons. Je dois vous dire en outre, ajouta l'écuyer en montrant du doigt sur la carte, la République. En outre, je dois vous dire que les femmes sont belles ici. Qu'y a-t-il vers la gauche demanda sévèrement Démophile. Vers la gauche? Ah, c'est du joli vers la gauche. Nous y trouvons la sale contrée des montagnes pelées, la terre fauve et chauve, le prince un pendard de soudard, la population hargneuse, rogneuse, livide et sordide. Vers la gauche? Ah, Dieu nous garde d'aller vers la gauche. D'aller vers la gauche, Dieu nous garde, dirent ensemble les 2 autres écuyers. Lors Démophile. Il faut faire le bonheur d'autrui. Mais attention, il compta sur ses doigts. En allant vers la droite, je fais le bonheur de 1, 2, 3 écuyers. En allant vers la gauche, je rencontre des milliers de malheureux, dont le sort ne peut manquer de s'améliorer par mes soins. Faisons passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Vers la gauche, marche. Les écuyers le suivirent en ronchonnant. Ils lui donnaient entre eux des surnoms qu'un gentleman à jeun ne saurait répéter. Cela ne l'empêcha point d'arriver aux montagnes pelées. Il y avait là tant et tant de misérables que Démophile sentit son cœur bouillonner d'enthousiasme. Selon les rapports de l'écuyer de renseignement, le mal venait du pendard de tyran qui avait une façon bien à lui de comprendre l'administration. L'affaire se présentait donc d'une façon toute classique. Aussi, Démophile courut-il sans retard au palais du soudard. « Misérable bâtard, dit le chevalier, je ne demanderai pas mieux que de faire ton bonheur, mais l'intérêt général doit passer avant l'intérêt particulier. Abdique, sans espoir de retour, afin que ton peuple connaisse la félicité à laquelle il a droit, et que ton pays fauve devienne semblable à la République de Cocagne. » Le soudard éclata de rire si bruyamment qu'il fit s'envoler tous les vautours des montagnes chauves. Puis il appela les infants, les majordomes et les 100 coupe-jarrets de sa suite. Pendant que l'un jetait le lasso, un autre balançait une fronde, un troisième bondissait, 2 haches aux 2 poings. Ce ne fut pas long. Du premier coup, Démophile et les écuyers mordirent la poussière. Et cela menaçait de finir fort mal pour eux, lorsque Démophile se souvint de la lance magique. Il se releva en rugissant. « Chien de salopard, je vais vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. » Tirant de sa poche l'arme enchantée, il la pointa vers ses assaillants.
Aussitôt ils tombèrent à la renverse. Ceux qui ne moururent pas sur le coup demeurèrent immobiles et abrutis. Les écuyers les ligotèrent sans peine avec leurs propres bretelles, puis ils les livrèrent au peuple. Ce n'est pas pour votre bonheur, et je le regrette sincèrement, expliqua Démophile, mais c'est pour le bonheur d'une foule innombrable. Et en effet, la foule écharpa les vaincus en poussant de grands cris de joie. Maintenant, dit Démophile, puisque tout est bien par ici, dirigeons-nous vers d'autres contrées. Ils chevauchèrent donc pour quitter les montagnes pelées. Mais bientôt il leur fallut reconnaître qu'ils ne sortiraient pas de cette région aussi aisément qu'ils y étaient entrés. Depuis qu'ils avaient renversé le tyran, le pays n'était pas moins chauve, ni la population moins sordide, mais en outre la guerre civile faisait rage. Un très grand nombre de lascars se trouvaient soudain des dispositions pour le métier de tyran. Comme ils étaient assez malins pour faire combattre à leur place de pauvres nigauds de partisans, la confusion était générale. L'écuyer de renseignement lui-même n'y comprenait goutte et n'arrivait pas à débrouiller les rapports des espions. Que faire demandait Démophile. Le bonheur des uns serait, je crois, le malheur des autres. Et d'ailleurs, où est l'intérêt général? Si, du moins, nous pouvions savoir quel est le parti le plus nombreux, nous volerions à son secours. Qu'en pense notre écuyer réglementaire, qui n'a pas encore parlé? L'écuyer répondit brièvement et avec énergie, car il était habitué au langage des camps. Je pense que nous devrions tirer nos Grégor d'ici le plus vite possible. Quant à tous ces clients-là, ils peuvent bien crever sur la montagne pelée. Allons donc plus loin, dit Démophile. Après tout, nous avons fait notre devoir. Le reste regarde les dieux. Il n'est pas dit qu'un chevalier errant doive toujours et toujours réussir dans ses entreprises. Ils sortirent des montagnes pelées, mais ce fut avec beaucoup de peine, car la situation se gâtait à mesure qu'ils approchaient de la frontière. Certains partisans voulurent les enrôler de force. Comme la lance enchantée ne pouvait servir que dans les circonstances véritablement tragiques, Démophile et ses écuyers, malgré leur vigueur et leur courage, se firent secouer en plus d'une rencontre. Chaque métier a ses inconvénients, disait Démophile, pour consoler les écuyers et pour s'encourager lui-même. Mais les écuyers, entre eux, le traitaient de folle avec une entière conviction, et il regrettait bien d'être parti à sa suite. Quand ils sortirent enfin des montagnes pelées, fourbus, rompus, moulus, ils firent halte dans une auberge. Et Démophile envoya un messager vers le roi son père et vers le vieux de la montagne, son parrain, pour leur faire savoir qu'il avait 3 dents cassées. Continue, mon fils, répondit le roi, continue hors de mon royaume à faire le bonheur d'autrui. Et le vieux de la montagne répondit également, continue, mon filleul, j'ai l'œil sur toi. Démophile se leva plein d'enthousiasme, bien qu'il fût encore meurtri, et il demanda, écuyer de renseignement, qu'y a-t-il à droite, qu'y a-t-il à gauche, qu'y a-t-il devant nous? L'écuyer déplia sa carte et répondit, devant nous s'étend une grande vallée, où le fabricateur souverain mit beaucoup de belles et bonnes choses pour la félicité des habitants. Par malheur, les dalles y sont communément en pente. C'est pourquoi cette vallée porte le nom de vallée des ivrognes. En ce pays, les futailles se vident avec une rapidité qui tient du prodige. Les gens, quand ils ne se répandent pas en discours confus et bruyants, se plaignent de névralgie du cuir chevelu. En bref, la population s'avilit et déchoit. J'en sais assez, dit Démophile. Portons-nous au secours de ces malheureux. Aussitôt, il mit son cheval au galop
tant il avait hâte d'atteindre la vallée des ivrognes. Et l'écuyer du vivre et du couvert dut, lui, mettre son cheval au grand galop afin d'aller encore plus vite et de découvrir une hôtellerie confortable digne d'abriter un chevalier errant. Au soir venu, Démophile et ses écuyers s'arrêtèrent donc à une hôtellerie de la vallée des ivrognes, mais ils y passèrent une très mauvaise nuit. En effet, des citoyens du pays y menèrent grand bruit jusqu'à l'aube, défonçant les fûts, choquant les verres et chantant des chansons de moins en moins compréhensibles, dont il valait mieux d'ailleurs ne pas retenir les paroles. Au point du jour, le spectacle était lamentable. Les citoyens chanteurs gisaient, silencieux, immobiles, comme foudroyés. Démophile et les écuyers, laissant provisoirement ces malheureux à leur triste sort, continuèrent leur chemin vers la capitale. La campagne, à présent, était assez fleurie. Sur les coteaux du Seigneur, le pampre joyeux rougissait au feu de l'aurore. Il s'en fallait d'un rien que ce ne fût là un paradis terrestre. Mais la population, non contente de boire avec avidité les vins indigènes, faisait venir de l'étranger toutes sortes de liquides funestes, ce qui influait désastreusement sur le change. Le temps manquait aux citoyens pour cultiver leurs champs et se procurer une nombreuse famille. Ceux qui, par hasard, avaient beaucoup d'enfants les élevaient fort mal, car ils leur donnaient, dès l'âge le plus tendre, la fâcheuse habitude de se frotter la bouche avec de l'ail et de boire ensuite un grand coup de vin de Jurançon, ce qui fait qu'ils sentaient plutôt mauvais en société. Les moralistes, les légistes, les pédants, les hyperchlorhydriques et les clergymènes faisaient feu des quatre fers. Ils disaient pique-pendre des bouilleurs de cru qui ne versaient rien dans les caisses de l'État et empoisonnaient la race jusqu'à la 7e génération. Ils mettaient dans le même sac les vendeurs et les buveurs de bistouilles, parmi lesquels se recrutaient tous les fous dignes de ce nom et tous les gibiers de potence. Moralistes et autres clergymènes parlaient fort bien. Hélas, ils eussent aussi bien fait de se taper le derrière par terre ou de se tourner les pouces en attendant le sommeil. Car les bouilleurs de cru, les vendeurs et les buveurs de bistouilles avaient une voix bien plus forte encore, et à laquelle l'accent du terroir donnait une force de persuasion incomparable. Si bien que cela menaçait de finir tristement, d'abord pour les moralistes et autres clergymènes, ensuite pour la population tout entière qui perdait peu à peu les fortes vertus de ses ancêtres. Le mal d'ailleurs était contagieux. L'écuyer réglementaire, qui avait longtemps vécu la vie de garnison, donnait déjà des signes d'intoxication. Lorsqu'il rencontrait tel citoyen sur le point de déchoir ou même déjà déchu, un souci déplacé de son honneur d'ancien troupier le poussait à tenir tête audit citoyen, à lui prouver qu'il pouvait faire aussi bien, sinon mieux. Démophile comprit qu'il devait agir. « Prépare les armes, dit-il sévèrement au premier écuyer, car tu es incapable en ce moment de prendre la parole au conseil. » Le premier écuyer se prosterna dans la poussière et se mit à préparer les armes, pendant que ses camarades tenaient conseil de guerre avec le chevalier errant. À l'issue de ce conseil, Démophile se rendit à un congrès où étaient réunis les premiers d'entre les bouilleurs de cru et les principaux amateurs de bistouilles. « Pouac !» fit le bon chevalier en pénétrant dans la salle. « Je sens une odeur de panthère. Approcherions-nous donc des montagnes de Tunis ?»
C'est l'ail, tout simplement, expliqua l'écuyer de renseignement. Démophile prit aussitôt la parole. Citoyens, s'écria-t-il, je n'ai en vue que l'intérêt général. Pour votre bonheur, pour le bonheur de vos épouses et de vos descendants, pour la gloire et la prospérité de votre patrie, il convient de renoncer, vous, bouilleurs de cru, à votre privilège, vous, amateurs de bistouille, à vos détestables habitudes. Il n'avait pas achevé ces mots qu'une clameur épouvantable s'éleva. Toutes les bouches hurlaient, tous les yeux jetaient des flammes, tous les poings se crispaient. Des torrents d'invectives se croisaient que l'accent du terroir rendait plus effrayant encore. Les écuyers tremblaient de peur, mais Démophile, sans se troubler, reprit son discours. « Je ne connais que mon devoir, citoyen. Vous cesserez sur-le-champ de faire bouillir le cru, je vous l'ordonne. Et avec la même énergie indomptable, je proscris la bistouille et tous ses succédanés. Telle est la loi avec laquelle il n'est pas d'accommodement possible. » À ces mots, tous les citoyens congressistes se précipitèrent sur Démophile et sur les écuyers. Ils les rossèrent pour commencer. Puis, ils leur entonnèrent de force quantité d'eau additionnée d'huile de ricin. Contre de pareils sévices, la lance magique n'était d'aucun secours. Mais les citoyens ivrognes crurent de bonne guerre d'aller plus loin. Ils annoncèrent à leurs malheureuses victimes qu'ils allaient les placer dans de gros bocaux remplis préalablement d'alcool impropre à la consommation, afin de les conserver intacts dans leur musée national. « Oh oh, cela devient sérieux, pensa Démophile. Tirant de sa poche la lance magique, il s'écria « Chien de pochard, je vais vous faire voir ce que vous n'avez jamais vu. » Et il pointa sa lance contre ses adversaires. Aussitôt, les plus acharnés tombèrent à la renverse. Dégrisés, les autres se précipitèrent à ses genoux et lui firent sans balancer tous les serments qu'il lui plut d'exiger. Le plus fort fut que tous ces serments d'ivrogne, il fallait les tenir. Démophile et ses écuyers parcoururent le pays. Sous leurs yeux, on arracha les vignes des coteaux du Seigneur et on répandit la bistouille dans les rues jusqu'à la dernière goutte. Ils renversèrent et brisèrent eux-mêmes les marmites où l'on faisait bouillir le cru. Quand tout fut terminé, « Buvons maintenant, » dit Démophile, car l'affaire était chaude. Au pied d'un rocher sur lequel une petite cascade chantait d'une voix cristalline, ils lapèrent l'eau pure d'une vasque. C'était d'un très bon exemple pour la population. Seul l'écuyer réglementaire, à qui cela ne convenait pas beaucoup, rechigna. Quand ils furent reposés, ils s'en allèrent, et Démophile était content de ce qu'il avait fait. Mais à mesure qu'ils s'éloignaient de la capitale, l'air de la vallée leur semblait maussade, pesant, difficile à respirer. Plus de chansons dans l'air, des bruits de querelles, des grognements, des bâillements. Les terres n'étaient pas mieux cultivées, et les femmes n'avaient pas davantage d'enfants. Beaucoup de citoyens ne pouvaient se résoudre à boire toujours l'eau du ciel. Les chameliers eux-mêmes, lorsqu'ils passaient sous les platanes, ne cachaient ni leur mépris ni leur fureur en emplissant les outres. Faute de bistouille, des malheureux que la passion diabolique tenaillait en venaient à absorber des liquides méprisables, réservés à l'usage externe et comme tels marqués au rouge. D'autres, qui ne doutaient de rien, cherchaient des vices nouveaux. Ils n'en trouvaient point. Mais alors, au lieu de s'en tenir à la vertu,
il revenait purement et simplement à des vices anciens, que l'on aurait pu croire emportés sans retour sur l'océan des âges. Et les moralistes, légistes et clergymen s'en donnaient toujours à cœur joie. Démophile, cependant, avait envoyé un messager au roi son père et à son parrain pour les tenir au courant de ses dernières aventures. En attendant qu'il revînt, Démophile décida de rester sur place afin d'observer les événements. Mal lui en prit. Ceux dont il venait d'assurer le bonheur ne lui en savaient aucun gré. N'eût été la lance magique, la vallée des ivrognes eût peut-être servi de sépulture aux chevaliers errants et à ses pauvres écuyers. Parmi ces derniers, l'écuyer réglementaire faisait peine à voir. Chaque matin, il pressait son maître de quitter cette vallée inhospitalière. Il donnait cet avis alors même que personne ne lui demandait rien. Le messager revint enfin. « Continue, mon fils, disait le roi. Et le vieux de la montagne disait pareillement. « Continue, mon filleul. » Alors, l'écuyer réglementaire se mit à hurler de joie et à faire le diable à quatre, sous les yeux attristés de ses camarades. Démophile pensa. Voici un malheureux qui a été touché par la contagion. S'il vient à errer avec nous en un pays d'où la bistouille ne soit point bannie, son mal se réveillera avec virulence. Je vais donc l'abandonner en cette vallée, afin qu'il vive très vieux, et qu'il laisse une réputation de sagesse. Écuyer, dit-il, tu resteras ici jusqu'à notre retour. Ton bonheur l'exige. Je m'occuperai moi-même de mon cheval et de mes armes. Toi, je te nomme gouverneur de la vallée. Tu feras ce que bon te semblera, dans les limites tracées par la Constitution, bien entendu. À cette nouvelle, l'écuyer réglementaire tomba de son cheval comme une masse, et il demeura évanoui sur le sol. Démophile, ayant sifflé les deux autres écuyers, partit au petit trot sans se préoccuper outre mesure du sort de cet infortuné.